Aux Seychelles, la carte postale se vit au quotidien. Ce jardin d'Éden éparpillé sur une centaine d'îles est synonyme de douceur de vivre, beauté et harmonie. Ici, la nature est reine avec ses fonds marins somptueux, ses sanctuaires ornithologiques. Les Seychelles sont devenues un modèle d'écologie tout en offrant aux visiteurs une formidable palette de saveurs et de sensations. Au-delà des lagons turquoises baignés de lumière éclatante de l'océan Indien, se cache un peuple fier de partager son patrimoine créole. Nulle part ailleurs, le voyageur ne se sentira aussi bienvenu, au risque de ne plus vouloir quitter cet archipel béni des dieux. Les Seychelles sont situées dans l'océan Indien au nord de Madagascar. Les principales îles et les plus peuplées sont granitiques, les autres sont coralliennes. Parmi elles, Praslin a fait fantasmer des générations de voyageurs. On y trouve l'image d'un paradis terrestre. Les anses, ces plages de sable blanc bordées d'une végétation luxuriante et baignées d'une eau turquoise et cristalline. Au nord de l'île, Anse Lazio est la plus connue. C'est la star des Seychelles. Cinéastes et photographes du monde entier ont largement contribué à sa célébrité, amplement méritée. En prenant un peu de hauteur, l'île curieuse se découvre, avec ses longues baies où viennent s'abriter les amateurs de cabotage. Plus au sud, la côte dévoile la plus longue plage de l'île, Anse Volbert, qui s'étire sur 2 km. C'est beaucoup pour une île qui n'en fait que 12 de long. Il faut être observateur pour dénicher au sein de la végétation d'anciennes demeures. Le style colonial, avec ses constructions en bois qui demandent beaucoup d'entretien, n'a pas toujours été préservé et appartient souvent au passé. Les îles granitiques se trouvent au centre du banc des Seychelles, vaste plateforme continentale qui amortit les grandes houles du large et protège ainsi naturellement les côtes et les plages. En se dirigeant plus au sud, nous arrivons à l'Anse Consolation. Ici, la vie locale prend le pas sur les activités touristiques. Paul et ses amis pique-niquent sur la plage. C'est dimanche, les enfants passent la journée dans une eau à 25 degrés. 2 superbes poissons sont en train de griller sur un barbecue installé sur la plage. Un job et un bar bourgeois. L'ambiance est bon enfant. Tout le monde profite à plein de la douceur de vivre. Nous ne sommes pas blasés. Nous sommes contents de passer une journée à la plage, se baigner, aller pêcher des poulpes, plonger avec les amis. On passe un vrai bon moment ensemble. Paul travaille comme chef au restaurant Coco de Mer. Il nous propose une recette créole à base de zourite, ce poulpe local que l'on déniche à marée basse sur le récif corallien. Aujourd'hui, je vais préparer un curry de zourite, typiquement créole. Je mélange les oignons avec des zourites déjà coupées. J'ajoute de la poudre de curry, un petit peu de lait de coco, ici je mets des feuilles de cannelle et du curry pilé. Et voilà, bon appétit. L'église de Sainte-Anne accueille toujours beaucoup de monde pour ses offices, et ce, quelle que soit la météo. Comme dans beaucoup d'îles à travers le monde, la religion est très présente dans le quotidien des habitants. La population est à 82% catholique, malgré la longue présence des pasteurs anglicans.
Les Seychellois sont très pratiquants. Et la messe du dimanche est une occasion de se retrouver en famille ou entre amis. On y mélange volontiers des éléments animistes. Et le culte des ancêtres d'origine africaine fait bon ménage avec la foi chrétienne. En dehors de ces plages, Praslin est célèbre pour sa vallée de mai, classée en 1983 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses nombreux lataniers endémiques de l'espèce des palmiers, cette forêt est un véritable trésor botanique. Le plus curieux et le plus connu de ces arbres est celui sur lequel pousse la fameuse coco-fesse. Les palmiers mâles, avec leurs longs épis cylindriques aux formes suggestives, pollinisent les épis femelles plus petits. Après une gestation de 5 à 8 ans, les noix de coco en forme de fesse tombent sur le sol. Le pied des cocotiers est posé sur une sorte de socle naturel autour duquel le tronc de l'arbre pivote sous le vent. Après plusieurs années et un peu de polissage, on devine aisément l'origine du nom. Praslin est entouré d'un lagon propice à de magnifiques balades en bateau. En quittant Praslin, à 6 km plus au nord, Cousine est une île privée transformée par son propriétaire sud-africain en île-hôtel de grand standing et surtout en paradis écologique de premier ordre. Nous passons d'abord au large de l'île Cousin, qui est déserte. Gérée par l'ONG Nature Seychelles, elle appartient aux oiseaux et aux tortues qui viennent y pondre. Cousine fait partie de ces coins de paradis qui ont fait la réputation des Seychelles. L'hôtel ne compte que 4 villas de luxe, l'essentiel des 26 hectares de l'île étant consacré à la préservation des oiseaux. Le gouvernement a exigé que seuls 20% de l'île soit construit. Un compromis qui diminue l'empreinte écologique de l'hôtel tout en finançant la préservation de la nature et en particulier les scientifiques en charge des oiseaux et des tortues. Il y a environ 300 000 oiseaux sur l'île, dont certains restent plus de 6 mois pour y pondre et couver. Pas moins de 58 espèces y ont été recensées. On retrouve en particulier 5 espèces endémiques aux Seychelles, telles que la pie chanteuse et la fauvette des Seychelles. Si on prend un peu de hauteur, on découvre un balai incessant d'oiseaux qui vivent en toute quiétude à l'écart des prédateurs. Le peu d'humains présents n'est là que pour redoubler d'attention à leur égard. Le fait de n'avoir que 4 villas sur l'île limite la présence humaine à une dizaine de personnes. Ainsi, les véritables maîtres du lieu sont les sternes, les frégates ou encore les noddies. On ne peut pas faire un pas sans rencontrer un couple de sternes. Ces oiseaux vivent toujours en couple et se laissent approcher sans crainte, puisqu'ici, l'homme ne les a jamais agressés. Daze, le manager de l'île, est australien. Il constate depuis quelques années un phénomène inquiétant. Il y a beaucoup d'études à travers le monde. Mais ici sur l'île, on voit bien qu'il y a moins de poissons. Il y a une surpêche évidente. Et on voit que les oiseaux de mer souffrent beaucoup de la diminution du poisson dans l'océan. En conséquence, certains oiseaux partent trop loin pour trouver de la nourriture, s'épuisent et disparaissent, laissant les nids abandonnés. 2 espèces de tortues différentes se côtoient. Tout d'abord,
les tortues terrestres à la taille impressionnante. Puis les tortues marines qui viennent pondre sur l'île et font l'objet de toutes les attentions de la part des scientifiques qui redoublent de vigilance pour assurer le renouvellement de l'espèce qui a été longtemps menacée. Les biologistes ont étudié de très près tous les cycles de ponte des tortues, mais ils sont optimistes. La population de tortues marines a progressé. Lorsqu'une tortue vient pondre, on repère son lieu de ponte avec un numéro, de manière à suivre l'évolution de la gestation des œufs et à les protéger éventuellement des dangers. Plusieurs espèces endémiques commencent à revenir et sont suivies, comme la pie Maggie Robbins, qui était en voie d'extinction. On compte désormais une dizaine d'individus sur l'île. Autre espèce intéressante, le Tropic Bird, ou phaéton à bec jaune, qui revient chaque année pondre exactement au même endroit. Nous avons même eu la chance incroyable d'assister au spectacle de la ponte d'un œuf, ce qui, selon Days, est extrêmement rare, surtout en présence d'une caméra. Personnellement, c'est la première fois que je vois de mes propres yeux un Tropic Bird en train de pondre un œuf. C'est quelque chose de fascinant. Ils ne le font qu'une fois par an. La femelle va rester là un bon moment pour surveiller l'œuf et ensuite pour nourrir le poussin, faire des allers-retours à l'océan. Il est temps maintenant d'aller vers Mahé, l'île principale des Seychelles. Elle fait 27 km de long et sa capitale, Victoria, ne compte que 25 000 habitants. Le cœur de l'activité des Seychelles bat dans le centre-ville, siège des principaux commerces et activités. C'est un carrefour de l'océan Indien soumis aux multiples influences. D'abord connu des marchands arabes et ensuite repère de pirates entre l'Afrique et l'Asie, avant d'être colonisé par les Français et ensuite par les Anglais jusqu'à l'indépendance en 1976. Le centre est occupé par plusieurs bâtiments historiques qui reflètent aussi ce melting pot que sont les Seychelles. La capitale rassemble des édifices religieux de culte différents, comme le Domus, construit par l'ordre des Capucins, qui voisine avec la cathédrale du XIXe siècle. Le temple hindou est dédié au dieu de la sécurité et de la prospérité. Sa pyramide de divinités sculptée se repère de loin. La mosquée, plus en retrait, est surtout fréquentée par la communauté comorienne. Le marché de Victoria est à l'image de l'archipel, haut en couleurs et en saveurs. Les producteurs viennent de toute l'île proposer leurs fruits et légumes. Mais c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange privilégié. On y retrouve la majorité des légumes et des fruits tropicaux, la patate douce, le fruit du jacquier ou encore le manioc et la cambare.
Le coin des poissonniers est souvent le plus animé. On cherche parmi les étals bien achalandés la belle pièce, comme le grand bourgeois à la chair délicate, malgré sa taille impressionnante. Après avoir fait son choix, les écaillers entrent en action. On y achète aussi les épices et les piments, ingrédients indispensables pour relever toutes les recettes de la cuisine locale. Dans Victoria, les vieilles maisons encore bien conservées se font rares. La plupart remontent à l'époque coloniale et sont en bois. La Kenwyn House date du 19e siècle et a été aménagée en magasin. La Casa Nana a été restaurée. C'est aujourd'hui un restaurant en même temps qu'une galerie d'art qui abrite les œuvres du peintre Georges Camille. De très rares bâtiments publics ont conservé ce cachet. Nous quittons la ville vers Glacis, où l'on retrouve la quiétude et la sérénité qui baignent toute la pointe nord-est de l'île. L'épicerie est prise d'assaut à chaque sortie des classes. Les élèves qui rentrent à la maison sont la seule animation de ce paisible village. En poursuivant notre route, nous arrivons à Beauvallon, la plus longue plage de l'île et certains jours la plus fréquentée. C'est l'un des lieux les plus connus de Mahé, où tout le monde vient se baigner et où de nombreux clubs nautiques accueillent les touristes. Les Seychelles possèdent des fonds marins et une variété de poissons qui attirent de nombreux amateurs de plongée. Les récifs coralliens sont nombreux et certains n'hésitent pas à les classer parmi les plus beaux du monde. Pour bien sentir battre le cœur de ces villages, il faut s'arrêter un moment dans l'épicerie de Ghislain, à l'entrée de Beauvallon. Un personnage. Bonsoir, bonsoir. Pardon, madame? Les gens viennent dans cette boutique, non seulement pour acheter le pain, le sucre, une bouteille de whisky ou un cognac. Ici, c'est une boutique que les étrangers, l'Europe et les gens locaux de chez nous peuvent dialoguer entre acheteurs et marchands. Alors les gens sont très contents quand ils rentrent chez nous. On parle beaucoup. Mais naturellement, un juice. Au revoir. Au revoir, madame. Au-dessus de Sans Souci, on approche du sommet de l'île avec une vue plongeante sur toute la côte ouest. Quelques pans de murs rappellent un chapitre important de l'histoire de l'île. Une ancienne mission catholique abritait ici une école pour les jeunes lors de l'abolition de l'esclavage en 1835. Au-dessus, souvent entouré de nuages, se dresse le Morne Seychellois, le point culminant de l'île. En poursuivant la route sinueuse vers la côte ouest, la plantation de thé du Morne Blanc est relativement récente,
Les plants ont été importés en 1962 du Kenya par un Anglais et aujourd'hui, l'usine fournit une 50aine de tonnes par an que l'on aromatise avec de la vanille. Plus bas, face aux îles Thérèse et Conception, les baies qui entourent Port-Glo sont magnifiques. À marée basse, on peut s'aventurer pour une traversée sur le platier de corail. En contournant les imposants blocs de granit, on découvre l'Anse des Polonais, qui réunit toutes les caractéristiques d'une baie de rêve, dont la quiétude est à peine troublée par la présence d'un hôtel. Plus au sud, moins connu mais tout aussi splendide, l'Anse Lazare dévoile ses atouts à la marée montante qui vient accentuer le turquoise des eaux. Nichée dans les arbres, l'église gothique de Saint-Francis abrite les jeux des enfants. Sur la plage, les pêcheurs récupèrent patiemment les maquereaux pris dans les mailles des filets. Ils constituent, avec les thons, les bancs saisonniers qui fréquentent les côtes. À quelques encablures de la plage, nous arrivons chez Michael Adams, fils d'un planteur de caoutchouc arrivé aux Seychelles il y a 40 ans. Il est depuis un quart de siècle le représentant prolifique de la peinture séchelloise. Sa fille Alissa, qui peint elle aussi, dirige sa boutique et nous montre ses œuvres colorées qui s'inspirent de la végétation luxuriante qui l'entoure. Ce sont les bambous, ses thèmes favoris. Oui, il a une obsession en ce moment sur les bambous. Il les observe, ils poussent tellement vite. Et il observe aussi la magie et la beauté de la nature. Sa femme Heather nous emmène dans un coin de son jardin immense, entièrement entouré de vigoureux bambous. Alors c'est un endroit spécial ici. Oui, c'est très spécial. Nous avons planté tous ces bambous. Nous sommes ici depuis 1972. Cela fait un bon moment déjà. Nos 2 enfants sont nés ici et aussi notre petit-fils. Mon mari Michael et ma fille Elisabeth peignent beaucoup de bambous. Si vous prenez par exemple celui-ci, il est tout jeune. On voit qu'il est encore tout frais. C'est si beau. Il y a encore quelques jours, il était encore tout petit. Il pousse à une vitesse incroyable. C'est passionnant. Son atelier niché dans la verdure confirme que les bambous sont bien son thème de prédilection. En poursuivant notre route vers le sud, la circulation se raréfie, les habitations sont de plus en plus clairsemées et l'on découvre des plages qui se font plus sauvages. La route prend fin à la Pointe Police, l'extrémité sud de l'île, granitique et mystérieuse, ancien repère de pirates ou de contrebandiers. De nombreuses légendes circulent autour de ces plages paisibles. Nous sommes maintenant sur la côte est, prêts à remonter vers le nord. Sur les hauteurs, les jardins du roi abritent une ancienne plantation qui évoque le premier jardin d'épices, conçu en 1789 et alors implanté à Anse-Royal. Les fleurs tropicales ont la part belle dans ce domaine de 25 hectares. Les poivres les plus subtils côtoient des fruits surprenants, comme ces ananas, une ancienne variété aux couleurs éclatantes. Le jardin recèle aussi des trésors cachés, camouflés derrière leur écorce, comme la noix de muscade, qui à son état brut titille déjà l'essence. Plus bas, à proximité de l'Anse Royal,
les enfants profitent d'une journée baignée de soleil que le souffle de l'Alizé vient rafraîchir. En poursuivant notre route vers le nord, non loin de Lens-au-Pin, voici encore une demeure chargée d'histoire. La maison Val-des-Prés, une maison de maître de 1870, restaurée il y a 20 ans. Elle illustre les difficultés de sauvegarder et de conserver intact un patrimoine. Même fatiguée, elle a conservé son authentique charme d'antan. Plus à l'écart dans le parc, plusieurs cases abritent le savoir-faire d'artisans locaux. L'atelier La Marine a développé une technique qui demande une patience infinie, la reproduction fidèle de vieux gréements. Pour plus de réalisme, les cordages sont passés à la cire d'abeille. Il faut près de 280 heures de travail pour un bateau de ce type. L'autre partie de l'atelier est consacrée à la création de toutes les petites pièces en bois. Ça, c'est du Gabésilia. C'est le bois local, comme la coque ici. Là. Et ça, c'est du bois jaune. Et l'autre, le pont là, Calissuf. À quelques kilomètres de là, dans le domaine de la Plaine Saint-André, se trouve une maison coloniale du XVIIIe siècle entièrement reconstituée. Ancienne exploitation agricole, son allure d'origine a été conservée, même si elle a été aujourd'hui transformée en restaurant. Dans le jardin, une tonnelle est recouverte de petits fruits jaunes, les bilambis. Les vestiges que nous découvrons sont ceux du four à chaud de l'époque, qui se tenait à côté du stockage du tabac et des bananes, l'huile de coco et la vanille étant de l'autre côté du jardin. Et voici le seul baobab de l'île, orphelin oublié de son Afrique natale. Le jardin abrite par ailleurs des plantes médicinales, comme la rose blanche, encore utilisée par la population locale. L'autre partie du domaine est consacrée à l'exploitation du rhum. Les champs de canne à sucre sont disséminés sur les plateaux en hauteur et assurent tout juste une production locale, bien inférieure en volume à celle de sa voisine l'île Maurice. On presse le jus de canne à l'ancienne sur une machine du siècle dernier. Pour 1,5 tonne de canne, on obtient 800 litres de vessou. David effectue son contrôle qualité sur le vessou. Je mesure quelle est la quantité de sucre que nous avons dans le jus de canne. Ça me permettra d'évaluer quelle quantité de ferment je dois ajouter et sur quelle quantité d'alcool je peux compter à la fin de la journée. « 800 litres de vessou vont donner après distillation environ 120 litres d'alcool pur. Le nez du spécialiste va permettre une fois de plus d'ajuster les dosages et d'évaluer la qualité. Le rhum sera ensuite aromatisé avec des agrumes ou de la vanille. Nous sommes de retour à Victoria, le festival annuel créole qui s'intéresse à tous les aspects de la culture créole et séchelloise se clôture par une grande parade dans les rues de Victoria, avec la participation de plusieurs écoles de danse. Si les langues officielles sont l'anglais et le français, le créole reste couramment utilisé.
Le défilé se termine dans le centre-ville, au pied de l'horloge. La musique et les danses traduisent toutes les influences venues des marins, des voyageurs ou des pirates, qui ont tous contribué à la construction de l'identité créole séchelloise. Une autre fête mobilise une bonne partie de l'île, c'est le Soubios, qui se tient sur la plage de Beauvallon. Depuis 20 ans, avec son festival de la photo et du film sous-marin, ses régates et ses concerts, le Soubios est devenu une véritable fête de la mer. Plusieurs îles face à Victoria permettent en quelques encablures de s'isoler de l'agitation toute relative de la ville. La plus petite s'appelle Moyenne. Située entre l'île aux Cerfs et l'île Sainte-Anne, elle est longue d'à peine 1 kilomètre, possède une végétation luxuriante entourée d'un lagon et abrite une colonie de chauves-souris. C'est l'archétype de l'île de Robinson Crusoe, avec une plage où seules les tortues venues pondre laissent une trace. On y trouve une variété curieuse de tortues capsules. Outre la présence de Bernard l'Ermite, elle est occupée par Brendan Grimshaw, un Anglais qui s'est inventé depuis 30 ans une existence de Robinson et vit au milieu des tombes de pirates. Journaliste réputé en Angleterre et en Afrique, il a transformé son île en parcours de découverte autour de la légende des pirates qui venaient se reposer sur cette île. Depuis Mahé, on ne distingue souvent qu'une masse sombre dans les nuages. C'est Silhouette, la 3e île de l'archipel par sa surface. Elle ne doit pourtant pas son nom à son profil imposant, mais à Étienne de Silhouette, un ministre des Finances de Louis XV. Sans route ni voiture, cette île de 25 km² est restée intacte. Ses 110 habitants sont répartis sur 5 villages. Il faut y ajouter le personnel de l'hôtel. Les plages sont à la hauteur de sa réputation. Avec ses 63 millions d'années, Silhouette est une île jeune par rapport aux 765 millions d'années de Mahé. Vestige d'un volcan qui s'élevait à 3000 mètres d'altitude, elle nous ramène à une époque où un cataclysme provoqua sur Terre l'extinction massive de plusieurs espèces, dont celle des dinosaures. De 1860 à 1960, l'île a été la propriété de la famille d'Auban, constructeur de voiliers, planteurs et éleveurs. L'hôtel récemment implanté a revisité les anciennes demeures et cases de la famille d'Auban. La forêt primaire qui l'entoure est encore plus dense et luxuriante que sur les autres îles du groupe granitique, car Silhouette est celle qui reçoit le plus de précipitations. Cette végétation dense s'étale jusqu'au plateau montagneux du mont d'Auban, qui culmine à 740 mètres d'altitude.
Dans les années 1960, le gouvernement s'était lancé dans l'élevage de bétail, de cochons, de poulets, qui aurait pu mettre à mal cet équilibre végétal. Aujourd'hui, le village se repeuple, tandis que les arbres, tels que les lataniers, les palmistes, les vaquois ou autres jacquiers, ont repris le dessus et abritent de nombreuses espèces endémiques. Mais le véritable caractère de l'île ne se dévoile que sur les hauteurs de Pointe Ramasse, où son histoire géologique mouvementée a laissé des traces. La côte déchiquetée par la lave se fait alors plus sombre. Tout en haut, dans le cimetière face à la mer, les premiers occupants de l'île ont l'océan pour horizon. C'est sur ce cap que l'origine volcanique de l'île saute le plus aux yeux, avec cette côte de roches noires déchiquetées. À 43 km de Mahé et face à Praslin, l'île de la Digue fait partie des 3 îles granitiques majeures de l'archipel. Plus petite que Praslin, avec 5 km de long, elle était jusqu'à une époque récente vierge de tout véhicule à moteur. Les chars à bœufs sont encore en activité pour quelques touristes et les vélos restent le principal moyen de transport sur la piste qui ne dessert qu'une moitié de l'île. L'histoire raconte que les premiers colons l'ont été involontairement. Prisonniers déportés de l'île Bourbon, La Réunion, ils s'étaient rendus maîtres du bateau qui les emmenait en Inde et s'étaient installés là. Aujourd'hui, ces quelques 2000 habitants vivent principalement du tourisme. Même le poissonnier fait sa tournée à vélo en quittant le village de La Passe. L'Union Estate est une ancienne plantation du XVIIIe siècle dont une partie de l'activité a été maintenue dans les bâtiments de l'époque. On y trouve encore un four à coco qui produit du copra pour en extraire de l'huile de coco. La raison pour laquelle nous faisons sécher les noix, c'est que si nous mettons directement dans le moulin les noix de coco fraîches, nous obtenons du lait et pas de l'huile. C'est pour cette raison que nous les faisons d'abord sécher. La noix alimente un moulin assez curieux, mais efficace dès lors que l'on a du temps devant soi. Chaque seau d'huile nécessite 35 kg de pulpe de coco et 2 heures de moulin. Une vieille demeure rappelle le style des maisons de maîtres du siècle dernier, même si aujourd'hui on vante plus son passé de décor de cinéma. Une plantation de vanille borde tout le domaine. Les gousses sont encore vertes, mais lorsqu'elles auront atteint plus de maturité, elles seront séchées au soleil pour parfumer ensuite des desserts, du thé ou du rhum. L'écorce de cannelle demande aussi beaucoup de travail pour sa récolte sur l'arbre. Elle sera ensuite moulue. Il y a 2 cas même, il y a cannelle rouge et cannelle blanche. La plage, dense source d'argent, aimante le visiteur à sa descente de bateau.
C'est un lagon parsemé de rochers qui en font un décor unique, avec ses blocs de granit vieux de 650 millions d'années. Derrière ces masses imposantes se dessine un chapelet de plages qui ont largement contribué à la notoriété de la digue. En sortant du domaine de l'estate pour revenir vers le village de La Passe, on peut encore lire sur quelques tombes l'histoire de l'île. Il s'agissait à l'origine du cimetière de la famille Mellon qui date des années 1800. De toutes les îles de l'archipel, c'est la digue qui a été gratifiée du plus grand nombre de blocs de granit qui sont présents sur toutes les plages. Avec Praslin comme vis-à-vis, la digue ne s'est pas trop préoccupée de préserver son histoire. Les anciennes cases en bois se font très rares et sont difficilement entretenues. Elles étaient construites sur pilotis, en général entièrement en bois. Aujourd'hui trop souvent remplacées par des logements au toit de tôle. Sur la côte sud-est, les plages vers Grande-Anse sont plus sauvages et l'étendue sableuse plus large et bordée de filao. À 8 km au nord de Praslin, l'île aride est moins connue. Avec ses 75 hectares, elle fait partie du patrimoine naturel des Seychelles. Seuls quelques chercheurs de la Fondation pour la conservation des îles sont là pour tenir compagnie aux oiseaux. Certaines années, les spécialistes estiment qu'1 million d'individus vivent sur l'île au moment de la ponte. Une vingtaine d'espèces marines et terrestres est représentée, dont certaines plutôt rares, comme la pie chanteuse ou le pigeon bleu. Les sternes sont les plus nombreuses et profitent de ce paradis sans chats, sans rats et sans hôtel. Les scientifiques se succèdent pour assurer une veille et un suivi. L'île n'est d'ailleurs pas accessible plusieurs mois de l'année en période de ponte, période qui correspond aussi à la saison où les vents rendent la navigation beaucoup plus difficile et incertaine. Introduites en 1756, les cocoteraies ont rapidement colonisé l'île. Mais la richesse botanique de l'île est bien plus importante que ne veut le laisser supposer son relief imposant. Ce n'est que sur Aride que l'on trouve les gardénias de Wright, appelés aussi bois citron. On dit aussi qu'Aride aurait la plus forte densité de lézards au monde, notamment les 5. Ce sont aujourd'hui les héritiers de la famille Cadbury qui veillent sur cet espace unique où ne débarquent pas plus de 2000 personnes par an. À 95 km vers le nord apparaît un plateau corallien. C'est Dennis Island, un joyau au milieu de nulle part. La piste d'atterrissage est courte, c'est une évidence, et le pilote doit être attentif au vent puisque l'entrée de piste se fait au ras des flots. L'île appartient à la famille Mason depuis 1996. Elle abrite un hôtel, mais ses propriétaires ont depuis 15 ans la volonté de la rendre à son état naturel, aussi bien en ce qui concerne la végétation que ses occupants, à savoir les oiseaux. Ces plages de rêve sont pourtant menacées. Après le tsunami de 2004 qui a frappé le sud-est asiatique,
les plages et le corail de l'île avaient été sérieusement endommagés. À cette catastrophe s'ajoute depuis le phénomène El Niño qui modifie les mouvements des courants. James Chongtave travaille pour la Green Island Foundation. Il a la responsabilité de tout le programme de réhabilitation de l'île. Nous perdons beaucoup de sable. Ce sable part en profondeur dans l'océan et dans certaines zones, nous pouvons récupérer du sable. Mais ce ne sera pas suffisant pour retrouver l'équilibre d'origine. L'hôtel est un havre de paix qui essaie de fonctionner le plus possible en autosuffisance énergétique et alimentaire grâce à une ferme et des cultures qui fournissent une bonne partie de ce qui est servi au restaurant. Cet objectif d'avoir une empreinte minimum en matière d'environnement est justifié en termes de coût, mais aussi de sécurité biologique. James et son équipe ont passé plusieurs mois à éradiquer les rats de l'île pour protéger notamment la ponte des oiseaux endémiques. Depuis, les bateaux n'ont pas le droit d'accoster avant que leur cale ait été vérifiée. L'eau, qui est une question sensible, provient d'une source souterraine complétée par des réservoirs de récupération d'eau de pluie. Sur Dennis Island, les oiseaux sont rois. Mais pour permettre aux espèces endémiques de retrouver leur place, un programme d'éradication du martin triste a été suivi depuis plusieurs mois. Ce passereau originaire d'Asie avait pour mauvaise habitude de s'attaquer aux œufs et aux oisillons. Si le fantasme des Occidentaux est de rêver d'îles couvertes de cocotiers, ces arbres ne font pas partie de la végétation primaire de ces archipels. Importés pour la culture du copra, ils ont été ramenés à une surface raisonnable pour laisser la place à d'autres plantes. James surveille avec attention la réintroduction de la veuve de la digue, qui est le programme le plus ambitieux de Dennis Island. Depuis que nous avons commencé à enlever le martin triste, nous constatons que les oiseaux endémiques connaissent une belle croissance. On constate de nouvelles couvées, de nouveaux oiseaux qui arrivent. Et à la suite des récents recensements que nous avons effectués, la population augmente doucement. Personnage emblématique de l'île, Toby promène son immense carcasse de 300 kg depuis plus de 110 ans. Ces tortues sont herbivores et on pense qu'elles peuvent vivre au-delà de 150 ans. Les tortues des Seychelles sont les plus grandes au monde après celles des Galapagos. L'activité de l'homme a été limitée à 10% de la surface de l'île, le reste étant destiné à retrouver sa forme originelle. Le village abrite tous ceux qui travaillent sur l'île, que ce soit pour la ferme, les plantations ou la réhabilitation écologique. Le phare a été construit en 1910 pour éviter que les navires croisant au large vers l'Australie ne viennent s'échouer sur les récifs. Aujourd'hui, il est classé monument historique. La ferme est toujours en cours d'évolution. L'élevage de poules, de cailles, de dindons et de canards permet non seulement d'alimenter le restaurant, mais d'en exporter une partie vers Mahé. Pour les œufs, la production est conséquente. Certaines semaines, les palettes excédentaires sont envoyées vers d'autres îles.
De l'autre côté de la ferme, les cochons reçoivent une alimentation complétée par de la noix de coco qui confère à sa chair une saveur plus douce. C'est sans doute l'un des seuls élevages au monde de cochons qui soit sous les cocotiers et où les animaux sont choyés de la sorte. Quelques têtes de bétail fournissent du lait et parfois de la viande. Du côté des serres, il y a d'une part tous les légumes et les plantes aromatiques nécessaires à la cuisine, et d'autre part des plantes endémiques qui serviront à consolider le haut des plages, comme elles l'étaient par le passé. C'est ici que s'achève à notre grand regret notre périple séchellois, dans cet archipel dont la beauté mythique est rehaussée par la gentillesse et le charme créole. Comme tous les voyageurs qui se sont succédés au cours des siècles, on ne peut qu'être envoûté par ces îles de rêve.